la métaphore qu'on aime bien filer, c'est une communauté, c'est comme un feu de camp. Ça réchauffe, mais ça peut aussi brûler. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Noémie Kempf, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode de Commutation. Nous serons accompagnés pour cette discussion de Pauline Tréquesser, fondatrice de Cosme et Cosminity, également de Lucie Pézavant qui est en régie, on lui fait un grand coucou, et je suis Aliénor Collen, cofondatrice de Commutation, et on est ravis de t'accueillir aujourd'hui pour aborder un sujet autour de la communauté et tes communautés. On a préparé une petite introduction sur toi pour pouvoir te présenter. En effet, aujourd'hui, on te reçoit, Noémie, et tu es une passionnée des histoires que les marques racontent et de la façon dont elles fédèrent les communautés. Tu es experte en stratégie de marque et storytelling, et tu as créé The Storyline, une newsletter qui, 2 fois par mois, décortique les coulisses des marques iconiques. Ton obsession, le branding, l'influence et surtout le marketing communautaire. Tu décryptes les secrets des communautés les plus actives, les plus attractives, celles qui fascinent autant qu'elles interrogent. Et pour aller encore plus loin, tu as même écrit un livre sur le pouvoir des communautés qui est publié aux éditions Erol et qu'on adore lire, c'est notre livre de chevet. Et aujourd'hui, on est ravis de t'accueillir pour explorer un sujet qui est aussi passionnant que piégeux, business et communauté, comment ne pas rester dans sa bulle. Première question, Noémie, qu'on aimerait te poser, c'est qu'aujourd'hui, le mot communauté, on l'entend à toutes les sauces. Il est à la mode, toutes les marques ont des communautés, mais on parle de quoi concrètement? C'est quoi une communauté de marques aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a souvent une grosse confusion aujourd'hui que j'observe quand je travaille avec des marques, des entrepreneurs, des associations, entre ces deux logiques d'audience et communauté, alors qu'en réalité elles sont extrêmement différentes. Tout le monde a son interprétation de ce qu'est la communauté, mais pour pouvoir la travailler, notamment dans une logique de construction d'une stratégie au service d'une organisation, c'est important de faire la part des choses. Et alors j'aime bien commencer par justement faire ce distinguo entre une audience et une communauté. Une audience étant ce que la plupart des gens confondent avec la communauté justement, mais qui est en réalité l'ensemble des personnes qui peuvent être touchées par une marque ou une personne qui passe des messages sur des canaux de communication divers et variés, réseaux sociaux, newsletters, podcasts, etc. Donc l'audience, c'est une masse, entre guillemets, un peu homogène de followers anonymes qui vont potentiellement lire un article, liker un post, écouter un podcast, mais qui sont dans une logique très passive de consommation de contenu. La communauté, c'est une petite partie généralement de l'audience qui sont les individus qui ont envie d'en faire plus et qui répondent là où ça leur est possible dans une logique de dialogue et d'horizontalité. Dans une communauté, les gens se connaissent, les gens collaborent, les gens conversent et se rencontrent, interagissent tout à fait, entre eux et avec la marque pour justement créer de la valeur. Et en quoi ça peut se distinguer de réseau? Parce que là, tu viens de faire la différence entre audience, communauté et la notion de réseau qu'on entend aussi. Comment tu le distinguerais? Je pense que le réseau se situerait peut-être à mi-chemin entre une audience et une communauté. Peut-être un peu plus près d'une communauté que d'une audience. D'ailleurs, je serais curieuse d'avoir ton avis, Pauline, là-dessus. Mais je dirais que le réseau, c'est des gens qui sont réunis par une thématique ou un intérêt, mais ça reste quelque chose d'assez individualiste dans la démarche. Je suis au centre de mon réseau que je développe pour faire venir à moi des opportunités, alors que dans la communauté, et c'est vrai que je n'ai pas donné la définition, on est plutôt sur un collectif de personnes qui sont réunies et fédérées potentiellement par une marque, si c'est une communauté de marque, autour d'un objectif partagé ou d'une valeur commune ou d'une vision de la vie ou d'un besoin, d'une problématique et qui vont collaborer, coopérer, donc une logique plus décentralisée, alors que le réseau tourne toujours autour d'une personne. Je dirais que c'est ça la différence. Très intéressant. Pauline, si tu veux rebondir. Ouais, je pense que la notion de réseau, moi, elle me fait plus penser à un mouvement, peut-être à une association qu'on va rejoindre. Donc, comme disait Noémie, du coup, il y a une thématique ou des valeurs communes et on va adhérer à cela. Et donc, je trouve que la logique d'engagement est encore un peu différente, mais souvent, un peu comme la communauté, et tu disais que ça s'en rapproche, je suis d'accord avec toi, on va être beaucoup plus actif que si on était sur un sujet d'audience.
Donc voilà, il y a, je pense, aussi beaucoup d'interactions. On se rapproche un petit peu de la communauté, tout à fait. Et pour reprendre justement cette idée de communauté de marque, souvent dans tes posts et ta communication, tu dis que ce sont des communautés qui sont puissantes. Comment on transforme cette force de la communauté en un levier business? Oui, c'est la question à 1 million. Que toutes les entreprises se posent en ce moment. Alors, en duplex, attention, la secret sauce révélée. C'est une question très vaste, mais du coup, j'ai essayé d'y répondre dans mon livre, Petite Minute Promo, notamment en commençant par poser un prérequis qui est que pour canaliser le pouvoir, entre guillemets, des communautés, c'est important que l'organisation, la marque ou l'entrepreneur qui souhaite créer cette communauté soit au clair sur ses objectifs et ses motivations derrière la création d'une communauté pour avoir une intention, mais aussi des indicateurs de performance clés et que ce soit clairement défini dès le début à quoi concrètement la communauté va servir au business. Et après, il y aura bien sûr l'autre côté de la pièce qui est en quoi la communauté va être utile pour les personnes qui la rejoignent, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, dans le bouquin, j'ai essayé de théoriser un peu cette lecture et j'ai abouti sur 3 grands piliers d'impact de la communauté sur le business qui peuvent être mesurables de différentes manières et qui s'expriment de différentes manières dans les communautés qui marchent aujourd'hui de marque. Ça va être la communauté qui a un impact sur le capital de marque. Donc, j'ai appelé ça le modèle BRP, Brand Equity, donc capital de marque, R comme revenu et P comme produit pour l'innovation. Donc B, Brand Equity, capital de marque, la communauté, elle va contribuer à incarner la marque, à la faire rayonner sur les réseaux sociaux, en ligne, etc., à travers des gens qui adhèrent à son message, à ses valeurs, etc. Donc c'est vraiment en termes de perception, d'assimilation, enfin d'association positive avec une marque, il y a pas mal d'études qui montrent qu'une communauté de l'humain est extrêmement impactant. Ensuite, on a la brique revenu. La communauté peut avoir un impact direct sur le chiffre d'affaires, que ce soit sur des logiques d'acquisition, de fidélisation. Une communauté, ça peut en fait renforcer et enrichir l'expérience client et donc contribuer à ce que les clients utilisent le produit plus longtemps. On peut aussi avoir des logiques d'ambassadeurs, de vendeurs sur des modèles comme Tupperware, Taonix, etc. Donc ça peut aller très loin. Et puis ensuite, le pilier P du produit, la communauté peut aussi être là pour contribuer à de l'innovation, de la co-conception, de la co-création dans les produits et les services de l'entreprise pour en fait faire une sorte de boucle de feedback et qu'on soit en capacité de construire des produits ou des services qui sont plus près des vrais besoins de l'audience, de la communauté, des membres qui sont peut-être des prospects ou des clients. La communauté, ça me fait souvent un peu penser à la fan zone aussi un peu, mais peut-être que je sais pas si tu as la même réflexion, mais je trouve c'est aussi, je pense, pour la marque ou pour le dirigeant qui s'entoure de cette communauté là, qui arrive cet exploit, hein, parce que c'est un exploit, je trouve, de réussir à fédérer une vraie communauté forte et soudée. Bah c'est aussi un peu tes fans en fait, c'est les personnes qui croient en ta mission, en ta vision, en ton produit, tes produits. Et du coup, voilà, je vois un peu ça comme la fan zone, les gens qui, comme tu disais, vont faire du feedback, vont être dans une certaine bienveillance, même si ce mot me hérisse un peu les poils. Mais voilà, ils vont être en capacité de faire des feedbacks aussi positifs, négatifs. Ils vont être ambassadeurs. Et je pense qu'il faut les outils, mais je pense que ça, on va en reparler un peu tout à l'heure. Pardon, excuse-moi, je t'en prie. Non, mais c'est exactement ce que tu dis. C'est vraiment cette logique, tu l'as mentionné avant, d'engagement. Et je pense que la communauté, c'est les gens qui sont engagés vis-à-vis d'un projet, d'une vision du monde, d'une marque, de ce qu'elle propose et qui sont dans une logique de contribution, de coopération. Tous les mots qui commencent par co. Qu'on connaît bien. Qu'on connaît bien. Et donc, du coup, c'est en ça que c'est puissant. Ok. Et la notion, ce que j'entends là quand vous parlez justement des communautés, c'est cette posture presque proactive aussi dans l'engagement au sein des communautés, dans le développement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez en tête une communauté qui a directement contribué à l'innovation, justement, à un produit qui est sorti? Est-ce que Noémie, ça fait écho à... Ouais, bien sûr, il y en a plein. J'essaye de diversifier, mais j'adore, parce qu'ils sont extrêmement parlants et c'est des marques très connues, mais j'adore les exemples sur la co-construction et l'innovation de produits spécifiquement de Doctolib et Lego. Doctolib, typiquement, a une communauté de médecins qui sont en contact direct avec les équipes produits et qui vont faire des retours sur la plateforme de prise de rendez-vous, ses fonctionnalités, qui vont avoir un accès en avant-première à des fonctionnalités qui sont à l'étape de test, etc. Donc vraiment dans une logique
bêta-testeurs et d'amélioration continue. Et d'amélioration continue, complètement. Ils sont là pour expérimenter, donner leur avis, faire remonter des besoins terrain. Et ils sont vraiment directement connectés aux équipes opérationnelles en interne. Et Lego a une approche un peu différente, mais qui est un cas d'école, parce que ça fait des années qu'ils ont lancé cette initiative. Ils ont créé une plateforme qui s'appelle Lego Ideas, où n'importe quel fan de Lego peut proposer une idée de pack sur une thématique. Donc, je sais pas, les Lego Harry Potter, ça existe déjà, donc vraiment rien d'innovant, mais les Lego, je sais pas, League of Legends, peu importe. Et donc, n'importe qui peut venir voter pour soutenir une idée. Donc, on est dans une logique très participative, d'engagement assez fort. Et Lego va aller piocher dans cette plateforme pour potentiellement lancer des nouvelles collections, des nouveaux packs qui ont été suggérés par son audience la plus engagée, par ses fans, par sa commu. On adore Lego. La notion de communauté aussi, alors la métaphore qu'on aime bien filer, c'est une communauté, c'est comme un feu de camp. Ça réchauffe, mais ça peut aussi brûler. Du coup, Noémie, dans ton parcours, à quel moment tu t'es dit, ok, là, la communauté est en train de devenir un problème? Alors, j'ai pas eu ce problème en direct, mais il y a pas mal de cas édifiants qu'on peut observer via les internets de communautés qui commencent à poser des problèmes. J'ai un cas, ceci dit, alors je ne sais pas si je peux mentionner ce client avec qui j'ai bossé, mais très rapidement, une grande plateforme qui se lançait il y a plus d'une dizaine d'années et qui a vachement co-construit au début avec des membres pionniers, des utilisateurs de la première heure. 10 ans plus tard, ils n'ont plus le même rapport aux équipes. Au début, ils étaient en interaction permanente avec les équipes, etc. Ils étaient impliqués dans les choix, dans la réflexion stratégique, un peu à l'image de Doctolib, de manière informelle. Aujourd'hui, grosse communauté, plusieurs milliers de personnes. Et donc, du coup, les anciens se sentent finalement un peu lésés et un peu mis de côté. Et donc, du coup, les anciens fomentent une révolte, ou en tout cas font savoir qu'ils ne sont pas contents. Ça, c'est un cas complexe que j'ai pu observer. Et sinon, un cas encore plus édifiant, je trouve, c'est celui de la communauté Harley-Davidson. Ok. C'était il y a à peu près 1 an, je crois. Harley-Davidson était assez actif sur la mise en place de politiques de diversité et inclusion, sous l'impulsion d'un DRH assez visionnaire. Mais malheureusement, un petit groupuscule communautaire très masculiniste, assez intense dans ses propos, a commencé à communiquer en ligne et à faire beaucoup de lobbying vis-à-vis d'Harley-Davidson, sous le leadership d'un influenceur masculiniste assez connu aux États-Unis, dont j'ai oublié le nom, pour en fait commencer à dénoncer ces politiques et à dire qu'elles n'étaient pas alignées avec les réelles attentes et le réel ADN de la communauté Harley-Davidson, que Harley-Davidson a abandonné sa communauté initiale, etc. C'était un petit groupe, mais ils ont fait un tel bruit que la marque Harley a dû revenir sur sa politique d'inclusion et de diversité. Alors, le fait qu'ils soient revenus dessus, c'est encore un autre sujet. Est-ce qu'ils ont bien fait? Je ne suis pas sûre, parce que les retombées presse n'ont pas été extrêmement positives. Mais du coup, ça montre que la communauté peut avoir une influence extrêmement forte, plutôt certains petits groupes dans une communauté mécontents peuvent avoir un impact assez négatif, fort, négatif, assez fort et assez contraignant sur une marque. Et en effet, parfois, ça échappe à tout contrôle parce que c'est organique et qu'une communauté reste un ensemble d'humains qui ont chacun leurs intérêts et leurs propres raisons de s'engager dans la communauté. Et également, à travers ton expérience, est-ce que plutôt comment les marques créent, animent leur communauté, tu as vu justement des erreurs qui sont assez fréquentes sur ce rapport entre marques envers leur communauté? Je pense que l'erreur la plus fréquente, c'est vraiment de se lancer en fait et de partir du principe qu'il faut de répondre à cette injonction il faut que j'ai ma communauté. Parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est un terme qu'on emploie à tout va, c'est un peu un buzzword, c'est très à la mode. Et en effet, la communauté peut avoir une valeur incroyable dans une stratégie d'entreprise et organisationnelle, mais encore faut-il qu'on soit clair sur ses objectifs, pourquoi on la crée, et qu'on ait réellement un besoin auquel on répond à travers cette promesse et cette offre communautaire. D'ailleurs, je me disais, est-ce que la communauté se crée vraiment?
C'est-à-dire, tu vois, est-ce qu'on peut vraiment se dire, OK, on va créer une communauté? Moi, je pense qu'il faut, j'ai le sentiment, hein, peut-être, et tu m'arrêtes si je me trompe, Noémie, qu'il faut sentir, en fait, la communauté, elle va démarrer par des individus, en fait, qui vont montrer un intérêt, où il va y avoir, on va sentir quelque chose qui se passe. Elle se structure, est-ce qu'elle se crée? C'est quoi ton avis là-dessus? C'est une bonne question. Je pense que historiquement, on a été dans des logiques où des communautés se créent. Il y a un mouvement qui se met en marche autour d'une vision, d'une valeur, etc. Et historiquement, les communautés étaient plus à but non lucratif, dans le cadre d'associations, de mouvements citoyens, de mouvements participatifs, etc. Associatifs, bien entendu. Militants. Et militants, bien évidemment. Aujourd'hui, je pense que sur les 20 dernières années, on a quand même aussi observé une logique beaucoup plus organisationnelle et for profit. Et ce qu'on appelle, en tout cas ce que j'ai décidé d'appeler le marketing communautaire. Je ne pense pas avoir inventé quoi que ce soit, mais vraiment dans une logique stratégique qui se connecte à des objectifs quantifiables dans le cadre du développement ou du lancement d'une entreprise. Et dans ce cas-là, je ne suis pas sûre qu'il faille... qu'il faille obligatoirement avoir quelque chose qui existe déjà. Je pense qu'on peut tester, mais en effet, il faut valider un réel besoin de communauté. Mais après, dans beaucoup de secteurs d'activité, je trouve, quasiment la plupart, et dans beaucoup de cas de figure, les gens ne seront jamais opposés à se rencontrer. À moins qu'on soit dans peut-être des industries extrêmement secrètes, extrêmement fermées. Mais il y a souvent un désir d'aller vers les autres, d'apprendre de ses pairs, de faire des rencontres, de participer à des événements. Je pense que la clé, c'est vraiment d'avoir un engagement fort dans son audience pour se dire, OK, dans cette audience, il se passe un truc, il y a des gens qui ont envie d'aller plus loin. Et l'étape d'après, c'est la communauté, justement. OK. Donc, il peut y avoir des dérives, mais elles peuvent quand même se maîtriser. Les boîtes peuvent quand même les maîtriser, ces dérives. Communautaire? Ouais. Dans le cadre, tu veux dire, des exemples que j'ai donnés? Ouais, voilà. En fait, les exemples que j'ai donnés, d'ailleurs, si on y retourne, donc le client anonyme et Harley-Davidson, finalement, les problématiques, là, elles émergent. Pourquoi? Parce que la marque s'éloigne énormément de sa promesse initiale, ou en tout cas d'un statut particulier des membres de la communauté, ou bien d'un référentiel de valeur pour Harley-Davidson. Et donc, du coup, il n'y a pas de solution toute faite aux crises, et je pense que toute communauté va potentiellement traverser des crises. Mais ces crises, elles sont adressables si on est dans une logique de dialogue, je pense. Et si on revient justement à cette question du pourquoi on a fait communauté initialement, qu'est-ce qu'on attend de la communauté? Est-ce que du coup on revient à l'initial? Est-ce qu'on assume qu'on veut changer, auquel cas on va perdre des membres de la communauté? C'est aussi OK de changer d'ADN ou de vibe ou de promesse au fil du temps. En cours de route, de pivoter. En cours de route, tout à fait, en cours de temps. Donc c'est pas un drame en soi. Et après, là, on vient plutôt sur les logiques de gestion de crise, je pense, mais qui impactent aussi la communauté. Ok. Est-ce que tu as justement des exemples de communautés qui ont complètement changé en cours de route, justement de promesses et de... Changer de promesses, d'ADN, etc., c'est quand même intense. Et c'est un bouleversement au niveau de la marque, au niveau des gens qui l'entourent, etc. En revanche, ce qu'on observe plus fréquemment, c'est des changements de format ou d'outils ou de manifestation de la communauté. Où typiquement, on se dit, OK, on va lancer une communauté. Au début, on la pense et on la veut globale, donc on la crée sur un outil de communication comme Slack ou WhatsApp, etc. Et on se rend compte que c'est pas du tout ça que veulent les gens, que ce qu'ils veulent, c'est du concret, du présentiel. Et donc, la communauté se transforme en un événement annuel ou en séminaire ou en série d'événements ou d'apéros dans des villes animées par des ambassadeurs. Donc, ce que j'observe, c'est pas tant une évolution profonde du why de la communauté, mais plutôt de ses modalités d'expression. Je vois. Quelquefois, il y a des communautés qui peuvent se créer au sein des entreprises. Là, je décorrèle un peu des marques, mais des communautés qui émergent dans les entreprises et qui sont un peu laissées à elles-mêmes et justement qui créent leurs propres règles. Du coup, comment une entreprise peut gérer ces communautés-là? Ces communautés justement qui se sont créées de manière organique et qui prennent un peu les rênes
de leurs ambitions. Des communautés intra-entreprises. 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 Donc des communautés de salariés? Ouais, par exemple. De collaborateurs. De collaborateurs. Ouais. Tout à fait. Pardon, excusez-moi. Non, du salarié, ça marche bien. Ça marche carrément. Alors ça, c'est super intéressant. J'en avais rencontré plusieurs dans la phase de recherche pour la rédaction du livre, notamment le Rhizome d'EDF, qui est un collectif de collaborateurs qui s'engagent pour accélérer la transition écologique du groupe EDF. Et les consommateurs, j'ai oublié le nom de cette communauté, c'était une communauté interne du groupe Carrefour, plutôt assez hétéroclite, des managers, des responsables en magasin, des gens en usine, etc., qui s'engageaient pour accélérer l'atteinte de la vision du groupe qui est la transition alimentaire pour tous et toutes et tous. Et donc du coup, pour revenir à ta question, ces deux groupes, ces deux communautés, elles étaient clairement nées d'initiatives de collaborateurs, donc vraiment du bottom-up, comme on dit. Et assez vite, les deux ont été remarquées parce qu'elles ont eu de l'ampleur, elles ont prêché la bonne parole et donc accumulé pas mal de membres. Dans ce cas, en fait, en général, il se passe un truc qui est que le COMEX et le top management commencent à remarquer qu'il y a une communauté qui se crée. Donc peut-être qu'il y a un besoin ou qu'il y a quelque chose à faire. Et là, il se passe plusieurs choses potentiellement. Peut-être que l'initiative gêne parce qu'elle met en lumière plutôt des contradictions ou des choses qu'on n'a pas forcément envie de regarder quand on est dirigeant ou qu'on est pressurisé par des actionnaires. Auquel cas, potentiellement, il y a un étouffement de l'initiative, ce qui n'est pas la meilleure manière de gérer le truc. Potentiellement, il y a l'inverse qui se produit et la communauté est intégrée dans des logiques décisionnelles. Et donc, typiquement, chez Carrefour ou même chez EDF, il me semble, les communautés sont interrogées par la DRH, elles sont interrogées sur des feuilles de route, elles se portent garantes ou caution du côté de transition et équité sur les décisions stratégiques du groupe. Je crois que chez Carrefour, la communauté a même été intégrée à l'équipe RSE. D'accord. Donc du coup, potentiellement, ça peut être finalement réapproprié, entre guillemets, dans des logiques d'équipe, des logiques organisationnelles. Et puis après, la réalité, c'est qu'il y a souvent l'entre-deux, qui est on valorise la communauté, mais elle n'a pas non plus les pleins pouvoirs. Et c'est toujours, bien sûr, le COMEX qui va avoir le mot de la fin. Et après, c'est vraiment une question de curseur, de gouvernance, de politique interne en fonction de la taille de la société. Il n'y a pas de modèle. Et de transparence un peu aussi. De transparence, oui. Tu as toujours l'objectif cadré. Oui, parce qu'il y a toujours la possibilité, malheureusement, de dire génial, on a une communauté en interne, ils sont hyper cool, ils s'activent. Mais en réalité, de leur serrer la pince, de faire 3 photos, et puis en fait, après, il ne se passe plus rien. Oui, de dire c'est bon, on a entendu, mais on laisse, on cache sous le tapis et on continue d'avancer. Donc après, peut-être qu'il y a des actions concrètes qui émergent, etc. Mais tout ça, ça dépend des groupes, de leur politique et de leur flexibilité, de leurs intentions. Ouais. Une communauté, comme vous le disiez, c'est un noyau de personnes réunies par des valeurs communes qui grandit, et qui pourrait exploser aussi à un moment donné. Du coup, la question c'est, quand la taille augmente, comment on évite l'implosion? Et donc, plus la communauté grandit, plus il va y avoir potentiellement des conflits en interne, une perte de sens, une perte de la capacité des membres de la communauté à se connaître, à se fédérer, parce qu'on peut gérer un groupe de 50, 60 personnes à la rigueur, mais après 100, 200, 300, 1000 personnes, comme dans une entreprise, au final, on finit par ne plus connaître ses collègues. Et donc du coup là en général ce que j'observe c'est qu'il y a 2 grandes stratégies pour éviter l'implosion et pour revenir justement à plus de sens et à des échelles plus gérables et plus saines. C'est soit une segmentation de la communauté parce que plus on essaie d'adresser un large nombre de personnes, moins la manière dont on les adresse est spécifique, donc en fait revenir à cette spécificité, avoir un angle de lecture plus fin, que ce soit thématique, affinitaire, démographique, peu importe, ça dépend de la communauté. Soit on va sur une régionalisation de la communauté.
Et donc, on va créer des relais dans des territoires, si c'est pertinent, dans des villes, dans des régions. Et donc, on va permettre à la communauté de se segmenter sur des logiques de proximité. C'est quoi cette attirance, entre guillemets, des entreprises pour les communautés depuis quelques années? Qu'est-ce qui amène tout le monde finalement à créer des communautés? Vaste question. Je pense ne pas avoir l'ensemble des éléments et des clés de lecture de ce sujet, mais pour moi, ça a vraiment un lien avec plein de choses, dont l'évolution du marketing qui est vraiment en train d'aboutir. On est passé sur les 20 dernières années de logique très marketing sortant, aller chercher des gens, faire du cold calling et du cold emailing, de la prospection hyper brutale, de l'automatisation. On était très, très axé outils, process, produits. Et la vie est un cycle. Donc voilà, le cycle du produit est terminé, nous revenons vers le cycle de l'humain. Parce que les gens en ont marre de se faire appeler et d'avoir des messages préenregistrés pour parler de la facture EDF. Donc du coup, on a besoin de logique de proximité, incarnée, d'humain à humain, de personnalisation, de marketing entrant. Il y a, je pense, une crise multifacette de la confiance. On n'a plus confiance dans nos institutions, on n'a plus confiance dans les entreprises. Oui. Quand on voit le nombre de scandales qui se succèdent jour après jour, on ne sait plus vraiment trop vers qui se tourner. Et quand on ne sait plus vers qui se tourner et que plutôt les institutions et les entreprises ne font plus le taf de nous rassurer, on va aller vers nos sources d'influence, nos pairs, notre cercle numéro 1, les créateurs. Donc d'où l'essor aussi en parallèle, il y a vraiment tellement de choses qui se complètent, de l'économie des créateurs et de l'influence qui est de plus en plus forte. Ensuite, il y a une logique d'économie d'échelle. Oui. Une communauté, c'est quelque chose qui va créer des intérêts composés dans la durée, à l'inverse d'une stratégie d'acquisition sponsorisée dont les coûts vont augmenter dans la durée. Normalement, une communauté, on met du budget et de l'effort au début, et ensuite, il y a une logique, un élan communautaire qui va prendre le relais, potentiellement. C'est le Graal, en tout cas. Oui, c'est le Graal. Et en tout cas, c'est cette idée de changement de paradigme, de besoin de recréer de la confiance, d'humaniser, d'incarner, mais aussi en fait d'être dans des modèles économiques, des stratégies d'acquisition et de pérennisation de nos modèles qui doivent faire face à des crises, qui doivent faire face à des logiques d'inflation, etc. Et puis aussi, je pense, un retour, et tu l'as bien démontré avec Cosme, mais un retour à de la mutualisation. Encore une fois, crise égale mutualisation des ressources. Et on voit de plus en plus de logiques de coopération. Les modèles coopératifs, c'est à la mode. On a du coworking, du co-living, du co-machin, du co-dodo, du co-covoiturage, du co-tout. C'est la base, c'est du bon sens, mais c'est juste qu'on s'en était éloigné ces dernières décennies et que ça revient. Je pense que c'est une piste d'explication, mais que c'est sûrement encore beaucoup plus protéiforme. Question annexe, mais est-ce que tout le monde peut faire collectif? Est-ce que tout le monde peut rejoindre une communauté? Je pose la question à toutes les deux, parce que je sais que vous avez une grosse expérience. Alors, je pense que l'humain de base est une créature sociale, donc on est tous câblés pour interagir. On passe notre temps à créer des connexions les uns avec les autres, ou avec des organisations, des marques, le collectif est à la base de notre vie, même si l'épidémie de solitude et d'isolement est de plus en plus grande, mais du coup on parle d'épidémie, donc ça en dit long sur notre nature humaine. Ensuite, fonctionner dans un collectif, c'est différent. Certains sont extrêmement sociables et à l'aise dans un groupe, d'autres pas du tout. On a des logiques d'introversion, d'extraversion. On a des gens qui seront à l'aise dans des petits groupes, d'autres dans des grands groupes. Donc, entre créer du lien et faire collectif, je pense qu'il y a parfois un monde. Et que du coup, bien sûr, tout le monde peut trouver sa place. Mais trouver sa place, c'est pas facile. Ouais, c'est ce que j'allais rebondir exactement là-dessus. C'est trouver sa juste place dans un groupement, quel qu'il soit. C'est pas toujours facile. Et je pense que pour ça, on a aussi besoin des autres. À la fois, il faut s'écouter, savoir quelles sont ses forces, ses faiblesses, et voir ce qu'on peut apporter, parce que c'est l'idée quand même du donner, recevoir. C'est, souvent, la communauté
pour qu'elle marche aussi, il faut que tout le monde donne un petit peu, parce que sinon ça ne peut pas tenir dans la durée, et c'est quand même l'objectif d'une communauté. Donc voilà, trouver sa juste place, trouver la bonne posture aussi, et ça demande évidemment aussi d'écouter, de bien communiquer, de manière non violente, si possible, même quand on a des idées fortes ou des grands messages à passer. On sent qu'il y a des gens pour qui c'est très difficile. Hein. Il y a certaines personnes, et moi je l'ai vu au cours de ces dernières années, pour qui c'est un vrai exercice, une vraie difficulté d'interagir avec l'autre. Tu parlais d'introversion et d'extraversion, et c'est marrant parce que moi j'ai observé que des gens très très introvertis se sont souvent révélés quand il s'avérait qu'elles étaient à la bonne place dans une communauté ou dans un collectif. Je trouve ça assez passionnant d'observer ce genre de choses. À fond, et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, il y a aussi différentes manières de se positionner dans un groupe, différentes manières de créer du lien. Enfin, il y a une grande différence entre les communautés en physique, où on est dans une logique conversationnelle directe, dans du contact physique, et par exemple les communautés en ligne, les communautés de gamers, qui sont des mondes à part entière, dans lesquels les gens créent des relations hyper fortes, d'amitié, d'intimité parfois, etc. Et il y a vraiment cette logique, comme tu dis, de rôle et de posture, et ça c'est un truc qui avait été théorisé par Harvard, que j'ai allègrement repris dans le livre, en citant les sources bien sûr, mais qui consiste à justement dans une communauté réfléchir aux différents rôles qui peuvent être pris par différents membres en fonction de leur personnalité, de leurs compétences, leurs souhaits, leur zone de génie, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas de leur manière de faire, d'interagir, et on peut prendre la lumière, mais on peut aussi être là en soutien, on peut être là dans une posture plus discrète, ou plus dans la coopération, la facilitation. Et c'est vrai que les introvertis se retrouvent pas mal dans la commu quand leur capacité d'écoute est valorisée. Et je dirais qu'il y a moins d'exposition très personnelle du moi-je. Pour un introverti, le nous est beaucoup plus simple et plus fort, puisque y a une masse, et donc on se fond un peu plus dans la masse. C'est clair. Ce qui peut être assez intéressant. La notion aussi de faire communauté, c'est de rejoindre un groupe qui est fermé, par définition. Dans un autre épisode de Commutation, on a rencontré Claire Pétro, des Pépites Vertes, qui nous parlait justement d'une membrane communautaire qui se doit de rester poreuse entre ceux qui en font partie, en intérieur, mais aussi l'extérieur, qui ne sont pas forcément d'accord, qui ne comprennent pas forcément la dynamique communautaire. La question qu'on aimerait te poser, c'est comment faire pour éviter qu'une communauté devienne un entre-soi ? C'est très difficile. J'aurais même envie de dire, pour provoquer un petit peu, que c'est impossible. Parce qu'une communauté, par définition, c'est un groupe de personnes qui sont fédérées autour d'une manière de penser, de voir les choses, de faire, ou d'un objectif commun. Et une communauté, c'est par définition un groupe qui a une membrane, donc des limites, et qui est un groupe fermé. Donc je pense que c'est impossible qu'elle ne soit pas fermée. Mais en effet, du coup, le côté obscur de la communauté, c'est cette tendance à basculer dans une forme de communautarisme, si tant est que dans la communauté, on amplifie certaines idées, certaines postures, certaines croyances dans un but quelconque. Et c'est vrai que parfois, les communautés le font. Et on passe presque du côté du sectarisme, entre guillemets. Oui. J'ai en tête, parce que j'ai vu récemment une vidéo qui m'a fait vachement marrer sur cette marque-là, dont je suis fan, donc je les adore avec beaucoup de bienveillance, mais Dynamo, qui est du coup une boîte qui fait des cours de vélo dans le noir, avec de la musique, avec des coachs qui récitent des mantras inspirationnels, avec des bougies qu'on allume et qu'on éteint, avec une codification extrême de chaque session, et une cible très clairement identifiée de femmes de 25 à 45 ans qui sont en questionnement sur leur vie. Globalement, c'est un peu l'idée de Dynamo, avec bien sûr en forçant le trait. Et ce côté très intense de codification, de rituels, de mantras qu'on va répéter, etc., c'est vraiment en fait, c'est un renforcement
comment on appelle ça, cognitif, non, c'est un, Oui. Comportemental. Tout à fait, ouais. Bon, c'est une logique de renforcement. Oui. On la retrouve aussi, par exemple, dans le CrossFit, avec en effet des codes, des stars. Cette logique, en fait, qui est beaucoup plus sociologique que marketing, mais qui est de renforcer l'appartenance et l'implication des membres à travers certains leviers. Et ça, c'est à la fois extrêmement efficace, mais c'est aussi, d'un point de vue éthique, questionnable. Justement, quand il y a des nouveaux entrants dans la communauté, comment faire en sorte qu'ils ne soient pas totalement perdus? Parce que si on a une communauté très unie avec des valeurs très fortes, des nouveaux entrants, ils peuvent se retrouver un peu perdus. Après, s'ils arrivent dans la communauté, c'est qu'ils sont en adéquation avec les valeurs en général et que peut-être ils ont été acceptés, intronisés, cooptés. Tout dépend des modalités d'entrée dans la commu. Mais oui, en effet, c'est ce qu'on appelle l'onboarding, comme disait Pauline, qui est un ensemble de pratiques, de stratégies, de contenus, de canaux qui consistent à accueillir la personne et lui donner les clés pour trouver sa place. Ça peut être une réunion d'information, un call de bienvenue, la mise en place de binômes avec une personne qui est dans la communauté depuis longtemps et qui va être le garant de l'intégration. Ça peut être de l'emailing. Il y a vraiment plein de manières d'accueillir dans une communauté. Est-ce que tu as vu justement une mécanique que tu as trouvée géniale en termes d'onboarding? Une ou plusieurs. Une ou plusieurs, bien sûr. Tout dépend de la communauté et de ce qu'elle cherche à accomplir, mais j'ai beaucoup aimé, quand j'habitais à Marseille, le process d'onboarding de la briqueterie, qui était mon coworking, qui était une succession d'emails sur un mois et qui partageait plein de petites infos, toujours au bon moment, avec des informations, des demandes, des cadeaux, une succession de ces différents types de contenus avec l'information des prochains événements, des événements qui arrivaient assez vite pour rencontrer les autres coworkers, la proposition d'une session de photo shooting avec une photographe en résidence, du coup shooting qui était aligné sur la DA du cowork, et donc du coup l'idée c'était aussi que ça faisait rayonner le cowork, etc., donc assez malin. Et puis bien sûr des demandes de feedback, des rendez-vous, des cafés mis en place avec des membres existants du coworking qui étaient OK et qui se rendaient dispo. C'était hyper riche, il y avait vraiment pas mal de bonnes pratiques dans cet onboarding. Il y a des systèmes aussi un peu de gamification qui peuvent amplifier justement l'onboarding, l'engagement des gens. On en parlait il y a quelques jours. Ces systèmes de gamification, c'est aussi une super bonne manière d'impliquer les membres. Toujours d'avoir l'impression de suivre un genre de parcours, d'être guidé, de gagner des choses un petit peu en chemin aussi. Ça apporte souvent de la valeur, j'ai l'impression en tout cas. J'aimerais revenir sur la notion de communautarisme dont vous parliez tout à l'heure, notamment avec un de tes derniers posts qui parlait du chaman du Capitole, où tu parlais de bulle identitaire. Est-ce que tu peux nous rappeler le message clé de ce post? Oui, du coup c'était un post qui promouvait ma newsletter The Storyline, dans laquelle j'essaye de faire des décryptages un petit peu de toutes ces logiques communautaires, des leviers, de l'influence, de la sociologie, etc. Et donc, le dernier billet qui faisait lien avec ce chaman, c'était un billet qui parlait de la prise, qui commençait par le rappel de la prise du Capitole, avec ce chaman qui était un peu la figure clé de la prise du Capitole, où il y a, je ne sais plus, une centaine, non, il y a peut-être 200, 300 personnes qui se sont pointées devant le Capitole et qui ont essayé de le prendre d'assaut, qui sont rentrés dedans d'ailleurs, donc ils l'ont pris d'assaut, suite à l'échec de Trump aux élections. Et Trump qui du coup avait crié haut et fort que les élections étaient truquées, qu'il fallait que le peuple des États-Unis devait se rebeller. Et donc ce que je disais, c'était que ce mec qui est arrivé devant le Capitole avec des cornes de je ne sais quoi d'ailleurs et une grosse fourrure sur la tête était pas complètement fou, mais qu'en fait il avait vécu pendant des mois et des mois dans une bulle informationnelle, donc j'ai un peu élargi à une bulle identitaire. En très court, il y a pas mal de recherches qui a montré que la prise du Capitole a notamment été en fait rendue possible parce que les réseaux sociaux, et en particulier Facebook, ont tendance à enfermer les internautes, les utilisateurs dans des bulles informationnelles dans lesquelles ils vont voir qu'une seule typologie de contenu qui généralement va renforcer leurs opinions et leurs croyances, et donc que les complotistes ne voient que du contenu complotiste.
exemple. Donc, voilà. Et donc, que du coup, les gens qui se sont pointés au Capitole, dont le chaman, alors lui, il avait fait un outfit choice assez intéressant, et il était tout seul, mais tous ces gens-là, quand même, étaient persuadés que l'Amérique entière était derrière eux et qu'ils allaient être des millions. Pourquoi ? Parce que Facebook leur a fait penser que, en leur montrant uniquement ce contenu-là, ils se sont dit tout le monde en parle. Et c'est aussi comme ça finalement que Trump est arrivé au pouvoir initialement et que ça a été une douche froide pour les démocrates qui étaient enfermés dans leur propre bulle et qui étaient persuadés que c'était pas possible que Trump gagne. Oui. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a des montées de mouvances populistes dans pas mal de pays en Europe. Les réseaux sociaux en fait cloisonnent, fragmentent et amplifient une vision très limitée du monde. Et du coup, ça m'amène un peu au sujet de la politique, mais quand je t'écoute parler, là, je me dis que la communauté est aussi éminemment politique parfois, en fait. Et d'ailleurs, j'ai observé là dernièrement qu'il y a de plus en plus de maires pour les prochaines élections qui se dotent, qui s'entourent de communautés, je dirais pas de fans du coup, ou d'ambassadeurs, je sais pas comment on peut les appeler, mais d'habitants, de dirigeants, d'entrepreneurs. L'autre jour, j'ai assisté comme ça à une réunion autour d'un maire qui voulait prendre des feedbacks, des informations de la part de dirigeants d'une ville. Et c'était assez incroyable en fait de voir que même nos dirigeants politiques aujourd'hui, finalement, s'intéressent à ça. Est-ce que tu as observé ça dernièrement ? Ouais, c'est passionnant ce sujet et je suis complètement d'accord avec toi, la communauté est politique. De toute façon, tout ce qui contribue à faire société l'est. Et c'est marrant de voir que les députés, les parlementaires, tous nos élus, depuis quelques années, se sont transformés en influenceurs. Et les maires, des élus qui vont faire des face cam, des brefs, look-alike, des choses comme ça. Alors tu vas me dire, genre, commencez par gouverner notre pays de manière efficiente, s'il vous plaît. Mais en effet, bien sûr, il y a une logique de recréer cette logique de confiance, de proximité, d'abordabilité. On n'est plus dans la logique du politicien qui a réponse à tout, qui est dans sa cravate, qui s'exprime que de manière officielle. De manière officielle, en fait, plus personne, ça n'intéresse. Enfin, ça touche qui, cette manière de s'exprimer. Donc, il y a cette logique-là. Et je pense aussi qu'à l'inverse, les communautés ont un impact de plus en plus fort et politisé sur la vie publique. Et deux exemples qui m'ont fascinée, j'ai pas encore vraiment conceptualisé, mais c'est dans les tuyaux, mais sur des logiques d'influence communautaire, qui est vraiment ce que je trouve assez passionnant ces derniers temps, c'est le passage de la loi anti-PFAS et bien entendu la loi du plomb. C'est des logiques très ascendantes de mobilisation citoyenne de plein de poches communautaires, amplifiées par des influenceurs, des personnalités publiques, des activistes, des parties prenantes diverses et variées, des associations, des élus, qui contribuent en fait à interpeller des députés, mais aussi à faire passer des messages dans l'imaginaire collectif ou même dans le débat public. Et bien sûr, les communautés, c'est aussi pour ça, c'est vrai, on n'en a pas parlé, parce qu'on était plutôt concentrés sur le côté entreprise, mais elles contribuent, je pense, aussi à façonner nos représentations. Et justement, comment elles peuvent rester ouvertes sur le monde, ces bulles ? Parce qu'on parlait de cette membrane qui enferme, mais comment elles restent ouvertes sur le monde ? C'est une grande question. J'aimerais trouver la réponse sur les prochaines années. Je pense que une première bonne pratique, c'est de rendre, comme disait Claire, la membrane poreuse, et donc en fait d'inviter des externes, ou en tout cas des sources d'inspiration, des sources d'idées extérieures, que ce soit à travers une veille qui se veut diversifiée, des intervenants qui viennent porter un propos différent de celui auquel on a l'habitude. Donc ça relève, quoi qu'il en soit, je pense, d'un effort de travailler le sens critique et le libre arbitre, chose qui n'a pas l'air très bien engagée, pour être honnête. Je suis tombée sur un chiffre incroyable du classement PISA, classement mondial PISA. En France, il n'y a que 9% des jeunes de 15 ans qui savent faire la différence entre une opinion et un fait. Et ça, c'est extrêmement flippant. Donc, je pense que ça passe par travailler cette compétence et cette liberté incroyable qu'on a, qui est le sens critique.
que peu d'entre nous faisons vraiment l'effort très poussé et très intentionnel, je pense, de cultiver au quotidien. Je m'intègre dedans, hein. Franchement, parfois, c'est tellement plus simple de demander à ChatGPT un truc et d'avoir une réponse et de se contenter de cette réponse. Ou d'aller sur Internet et de se contenter d'une vision ou d'un truc qui conforte ce dans quoi on est confortable. Mais je pense que justement, l'enjeu des prochaines années, c'est d'utiliser les communautés pour créer des liens entre des caisses de résonance et créer des ponts plutôt que des murs. Très cliché cette formulation, mais je l'aime bien quand même. Et les communautés ont un rôle à jouer là-dedans. Rassurer, mais ouvrir vers l'extérieur. Se connecter et être encore plus puissants ensemble. Juste cette idée de ChatGPT qui te donne une idée, et du coup on reste formalisé là-dessus. Il y a une autre image qui revient quand on parle de communauté, c'est le troupeau de moutons. Il peut y avoir une personne justement leader, ou surtout l'idée de se dire qu'on ne prend plus de décisions seul et on peut se cacher derrière le groupe. C'est le groupe qui prime, tout le monde suit. Donc comment on peut permettre à chacun de garder sa voix? Je pense que ça revient à notre conversation avant. Je suis pas sûre que... Enfin, le troupeau de moutons, bien sûr, on préfère l'éviter et ça impliquerait une perte du libre arbitre des moutons, des humains. Mais je crois aussi que l'humain, en tout cas, on l'observe sur toute l'histoire de notre existence, est une créature qui s'est construite autour du mimétisme social. On observe et on imite les autres, et c'est comme ça qu'on crée un terrain commun, un dialogue, une conversation, des communautés, des groupes. Donc le mimétisme n'est pas en soi un problème, c'est plutôt quand, en effet, il écrase l'individu, et ça revient, je pense, à la place que chaque personne peut avoir dans la communauté, et donc faire en sorte que la communauté permette une diversité de rôles qui correspondent à la diversité des gens. Et c'est peut-être pas trouver sa voie, mais trouver sa place plutôt, qui me semble important. Pauline, on aimerait t'entendre là-dessus aussi. On l'a vécu, du coup, je pense, chez Cosme, au passage en coopérative. Donc, Cosme, qui est un collectif de freelance coopératif, qui était une entreprise, du coup, traditionnelle, mais collective, très collective, et qui a sauté le pas de la coopérative. Oui, sur la gouvernance partagée, je pense un cadre très clair, une confiance, Noémie t'en parlait au début de l'épisode, une confiance évidente, une safe place dans laquelle chacun aussi peut s'exprimer sans avoir peur de quoi que ce soit, ou de qui que ce soit, ou d'aucune répercussion que ce soit. Je pense que détecter aussi en effet les forces et les faiblesses des uns et des autres, pour aussi les aider à trouver cette posture, ce leadership, cette place. En fait, il faut que ça marche ensemble. Et son rôle à ce fameux leader, que je dirais un peu leader inclusif, doit vraiment laisser la place à tout le monde, et surtout aider, en fait, et propulser tous les humains qui composent la communauté ou le collectif. En tout cas, c'est ma manière très personnelle de voir les choses, mais je ne sais pas si Noémie, tu as envie de rajouter quelque chose ou... Franchement, c'est très bien dit. Non, rien à ajouter. On dit souvent également que trop de cohésion peut tuer la transformation ou l'innovation. Comment on peut gérer une communauté qui bloque l'innovation ou qui refuse un changement? Et du coup, ça ramène à ce sujet sur lequel j'avais travaillé, de la communauté des anciens ou des pionniers qui n'étaient pas contentes de l'évolution de la communauté et du groupe. C'est très difficile de gérer ces situations, mais je pense que la démarche doit s'inscrire dans une logique de dialogue et peut-être de co-construction, de donner la parole aux personnes qui freinent, déjà de re-questionner le point de l'innovation, pourquoi on veut changer, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est remis en question, qu'est-ce qui bloque et pourquoi est-ce que ça bloque, qu'est-ce que ça vient bouleverser comme valeur fondamentale ou comme promesse, etc. Et est-ce que du coup l'innovation est vraiment quelque chose de nécessaire, ou est-ce que en fait on s'est pas un peu perdu et on a imaginé un truc dans notre tour d'ivoire stratégie qui passe pas parce qu'on l'implique et ça ne correspond pas à la réalité des membres de la communauté, ou est-ce que les membres de la communauté ont peut-être s'attachent à des choses qui n'ont plus raison d'être, auquel cas il va falloir être dans une logique de dialogue et de coopération pour avancer ensemble vers un terrain d'entente commun. Et justement, est-ce que tu as vu des exemples inspirants
sur comment le pont a pu se faire entre communauté et marque. Par exemple, une marque qui développe une nouvelle stratégie ou justement un nouveau marché, un nouveau produit, comment elle embarque sa communauté dans cette logique business-là? Ouais, j'aime bien la marque Stello, qui est une start-up qui fait de l'assurance, responsabilité civile professionnelle, des choses comme ça, pour les indépendants. Donc, qui s'adresse plutôt aux entrepreneurs et aux freelances. Et qui initialement s'appelait Easy Blue, avait une identité un peu old school, une petite mascotte un peu rétro, etc. Très finalement très alignée avec les codes du secteur d'activité, pas très original. Et donc du coup, Ophélie Baguet, qui était à l'époque la responsable brand et marketing, a donc entrepris de faire un rebranding de marque et a voulu impliquer dès le début la communauté dans cette démarche. Donc vraiment, c'est intéressant parce qu'au-delà du marketing, c'est vraiment changement d'identité, de positionnement, de valeur, de promesse. Et sa démarche, ça a été de se dire, en fait, on fait voter la communauté sur le nom, sur la nouvelle identité graphique, sur les piliers éditoriaux de la marque, etc. Et donc ça a été très participatif. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, elle a vraiment mis au cœur du process les personnes à qui elle s'adressait. Ouais, hyper bien de faire voter, en fait, je trouve que ça change tout. Ouais. C'est un peu, ça rentre aussi dans la gamification, enfin cette même idée de logique, merci, d'aventure, un peu d'expérience. Ouais. Et quand on fait participer la communauté, forcément, elle est de plus en plus engagée, quoi. Comment d'ailleurs on la reconnaît? Comment on la met en lumière, cette communauté? Je pense qu'il y a plein de manières. Il y a déjà la gamification qui est un élément extrêmement intéressant d'amener une logique de jeu, de dépassement de soi, etc. C'est très valorisant pour les membres de s'engager, de jouer, voire de gagner idéalement. Mais ensuite, il y a bien sûr plein de choses qui sont plutôt en lien avec les rituels, les symboles qu'on va utiliser pour distinguer des membres qui ont mis en place des choses pour la communauté, comme les badges spécifiques. Team for the Planet, par exemple, ils ont des badges spécifiques en fonction du montant que tu as investi. Enfin, en tout cas, quand moi j'ai investi, c'était le cas, c'était il y a quelques années. Mais quand tu mettais 10 €, tu avais un badge, je sais pas, lapin. Et quand tu mettais 100 €, tu avais un badge renard. Du coup, tu avais trop envie d'avoir le badge renard parce que c'est plus cool qu'un lapin. Donc, du coup, tu mettais plus. C'est un autre sujet. Mais il y a ce côté-là de reconnaissance des emojis, en tout cas un côté visuel, statutaire, dire merci, récompenser, remercier, organiser des temps forts pendant lesquels on va récompenser ses membres. Typiquement Blablacar, ils organisent tous les ans un moment dans les bureaux Doctolib aussi d'ailleurs, ils m'ont dit ça la dernière fois, où ils invitent les membres de la communauté dans leur bureau pour rencontrer les équipes, pour voir ce qui se passe, pour serrer des pinces, souvent il y a le DG, il y a des croissants, on fait un déj, c'est un moment festif. Blablacar, il y a eu des bébés Blablacar qui sont sortis de cette communauté, enfin, c'est assez important de créer du temps de cohésion et de reconnaissance d'autrui, je pense, à travers la célébration et la fête. Et Pauline, en tant que communicante, comment tu mets en valeur la communauté? Parce que justement, c'est une somme d'individualités, donc comment la mettre en avant? Il y a en effet montrer la communauté à l'extérieur. Pour des gens qui ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Alors, en fonction des objectifs, des structures, il y a évidemment, soit on ne souhaite pas forcément montrer ce qu'il y a à l'intérieur et parce que ça n'a pas d'intérêt et du coup, tout se joue et on est très focus sur les membres et le sentiment d'appartenance. Et parfois, pour des entreprises, pour même du coup pourquoi pas des partis politiques ou des individus, des humains, il faut montrer cette communauté puisque ça peut devenir du coup un objet de marketing presque communautaire. T'en parlais toi aussi tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Noémie. Parce que pour moi, ça rejoint plutôt l'objectif de l'organisation que la valorisation sincère et spontanée des membres. Mais en effet, c'est gagnant-gagnant. Et typiquement, Green Dot, ils font ça très bien. Oui, exactement. Il n'y a pas que Green Dot, mais oui, cette néobanque, pour celles et ceux qui ne connaissent pas,
qui s'appuie vachement sur sa communauté d'ambassadeurs pour communiquer, Tout à fait. pour prêcher la bonne parole de la finance verte. Je ne suis pas sûre que ça existe vraiment, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, qu'il y a une approche très communautaire, très valorisante de ses membres et de ses ambassadeurs. Là-dessus, c'est clair, c'est la mise en avant du coup de personnalités. Oui. C'est la mise en avant de témoignages, de feedback. En fait, tout ce que vivent les membres à l'intérieur doivent réussir à être communiqués de manière désirable et plus ou moins intense en fonction des techniques marketing diverses et variées de certains. Et voilà, c'est, je pense, réussir à montrer les coulisses de la communauté à l'extérieur et de montrer sa vraie nature. Puisqu'en fait, si ça raconte quelque chose de faux, enfin voilà, de mensonger, je pense que ça se sait assez vite. Et auquel cas, de toute façon, la communauté ne survit pas a priori, en tout cas si... C'est pour ça qu'il y a une frontière fine entre valoriser et être fier d'eux et montrer et instrumentaliser à des visées d'acquisition. Enfin, c'est toujours, encore une fois, une frontière assez floue. Parce que la communauté n'est pas à la base un sujet business, c'est un sujet fondamentalement humain. Mais du coup, quand on le met au service d'objectifs organisationnels, il y a toujours cette ligne éthique à construire soi-même et ensuite à naviguer. En faisant attention à ne pas tomber du mauvais côté. Et c'est bientôt l'heure de se quitter. Oh non, ça y est. On serait bien resté à discuter encore longtemps. Non, pour conclure, on aimerait te poser une question très concrètement. Si une marque veut conserver sa communauté ouverte, vivante et engagée, quels seraient tes 3 conseils ? Je pense que c'est vraiment important de toujours se rappeler le pourquoi de la communauté. Pourquoi, en tant que marque, on l'a créée et pourquoi les membres continuent de s'y engager. Quitte à interroger les membres en permanence, à faire évoluer la communauté au fur et à mesure si les envies des membres changent ou si les objectifs de l'organisation changent. Donc toujours ce pourquoi au cœur de la démarche. Je pense que retenir un truc de notre conversation, si on devait retenir un truc de notre conversation aussi, ce serait peut-être faire attention à ce que chacun trouve sa place dans la communauté, à ce qu'en effet l'ensemble des voix n'écrase pas les individus dans cette communauté. Et après, avoir une logique de co-construction, d'ouverture et de se dire que ok, la communauté est là pour servir un objectif, mais comment est-ce que j'utilise aussi cette communauté pour nourrir ses membres et leur permettre d'exercer leur sens critique et ne pas renfermer la communauté sur elle-même. Oui, tout à fait. Et j'ajouterais même peut-être la communauté, il faut accepter aussi de la laisser vivre. On parlait de gouvernance aussi partagée tout à l'heure, mais à un moment donné, c'est les membres qui font cette communauté-là. Et donc, il ne faut pas, je pense, vouloir avoir la main mise sur ce type d'objet. Je vais appeler ça un objet alors que c'est complètement pas du tout... intangible. Voilà, mais c'est quelque chose qui est en mouvement. Il faut l'accepter. Il faut accepter qu'il y ait que ça demande beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie aussi. Même si parfois elle est autogérée, et bien il faut quand même se rendre compte de tout ça. Voilà, c'était mon petit point peut-être supplémentaire pour abonder Parfait. ce que tu disais. 4 conseils, ça nous va très bien. Merci beaucoup Noémie. Merci Noémie Kem. Et merci pour ce super échange. Encore merci. À très bientôt sur Commutation. Merci Noémie. À bientôt. Au revoir.